أسفل هذا باش نحكيو فيه اليوم مع ضيوفكم. J'ai le plaisir d'accueillir Marion Cozard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marion, donc vous êtes directrice chez Link Humans France. Tout à fait. Voilà. Asma Nemri Ayali Zeda, مرحبا بك. Artemis Sourcing, مرحبا بك. Et on va parler du recrutement 3.0. D'accord. Oui. Voilà, donc je vais commencer avec Marion, donc on va parler français. Oui. Oh, bonjour, donc voilà, bienvenue en Tunisie avant tout. Voilà. Merci beaucoup. Le soleil, tout va bien. Tout voilà. va très bien. Mais des problématiques, comme partout dans le monde, soleil ou pas, le recrutement, c'est le recrutement. Exactement. Alors, le recrutement, on a notre sauce tunisienne, on a notre façon de faire. Aux États-Unis, il y a une façon de faire. En France, il y a une façon de faire. Mais il y a un fil conducteur. Et surtout, il y a les best practices, il y a les bonnes pratiques. Ouais, exactement. En fait, nous, on a une conviction. Link Humans, on est une société qui fait de la formation, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. On a un blog sur lequel on écrit beaucoup à propos, en français. On écrit beaucoup à propos du sourcing et du recrutement. On a également des événements un petit peu partout en France, qui arrivent aussi à Tunis grâce à Asma. Et on a surtout beaucoup de formations. Et nous, aujourd'hui, on forme les recruteurs au recrutement. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de... Quitte à vous décevoir, il n'y a pas de nouvelles ou d'anciennes méthodes. Il y a la bonne ou il y a la mauvaise. Et on essaye, nous, d'orienter vers la bonne méthode. Et la bonne méthode, selon nous, c'est surtout beaucoup de basiques. Alors, voilà. les basics. Le basique chez nous, et selon nous, on en est convaincus, il y a ces deux grands sujets principaux. C'est considérer sincèrement le candidat. Ne jamais oublier que recruteur c'est un métier mais que candidat ça ne l'est pas. Donc toujours être... Pourtant, finding a job is a job. Ouais. Oui, on l'avait dit l'autre fois et j'ai répondu en fait la même chose. Oui, mais candidat c'est pas vraiment un métier. Ouais, mais c'est pas un métier. Ça prend du temps. Ça demande beaucoup d'investissement, mais pour autant, c'est pas un métier d'être candidat. Alors qu'être recruteur, c'est un métier. Et comme tous les métiers, on doit être formé, on doit bien le faire. Donc d'abord, jamais oublier et toujours partir de ce constat-là. Alors, selon votre approche, quel est le bon process de recrutement? Le bon process de recrutement, c'est... Ça commence par où? Ça commence par définir... Par le sourcing, non? Ou bien la définition du poste avant d'aller sourcer? Bien évidemment, comprendre le poste qu'on va rechercher, donc bien se briefer avec le manager, avec l'opérationnel, et ça c'est le point de départ qui est essentiel, pour ensuite déployer sa stratégie de sourcing derrière. Si on n'a pas le bon brief de poste au départ, on va mal déployer notre stratégie de sourcing puisqu'on ne va pas chercher la bonne personne, puisqu'on n'aura pas bien compris ce qu'on recherche et qui on recherche. Donc bien évidemment, bien échanger avec le manager au départ et ensuite effectivement déployer une vraie bonne stratégie de sourcing. Et là, il y a beaucoup de formation à avoir parce que le sourcing, c'est pas poster une annonce et attendre que le candidat réponde. Alors, parce qu'en France ou en Tunisie, je crois que ça fonctionne pas. Hein. Exactement. Aujourd'hui, on recrute un peu partout. Le sourcing, enfin, ça dépend du poste. Revenons au petit brief avec vous avez dit manager. Ouais. Et quand on recrute un manager, on brief avec qui? Son manager. Il y a toujours un manager du manager. Sauf si vous recrutez votre PDG, mais il y aura toujours un manager. Il y aura toujours le manager du manager. Donc il faut bien connaître l'entreprise. Est-ce qu'on consulte l'équipe aussi? On peut. Pourquoi pas? Oui, parce que... Voilà. On peut, ça dépend après de la culture de l'entreprise. Voilà. Il y a des entreprises qui vont être sensibles à cette approche, d'autres un peu moins. Je pense qu'il faut consulter un maximum de personnes pour avoir un maximum d'informations. La machine à café, c'est un bon endroit aussi pour avoir les infos, parce que les langues se délient souvent au moment des pauses et entre deux. Donc un bon recruteur est quelqu'un qui va connaître l'équipe aussi, pas que le manager. Effectivement, c'est hyper important. Ça me rappelle un petit programme sur... C'est l'une justement des stratégies pour l'analyse du besoin. La machine à café. La machine à café et puis aussi le fait de consulter l'équipe qui va être managée par le manager recherché. Oui. Donc c'est important. Ouais, le 360 en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui ont du mal à trouver la bonne personne, qui cherchent et qui trouvent un matching presque parfait, ce qui est rare, mais ça arrive. Donc ils trouvent un matching presque parfait avec les critères, mais la personne, la greffe ne prend pas, ça marche pas. Ils recherchent une autre personne, critères matchés, ça marche pas. En fait, le problème, à la base, c'est la compréhension du poste. C'est le wanted qui est faux, qui est erroné. On cherche la mauvaise personne.
Mais on cherche quelqu'un qui ressemble à la mauvaise personne. Du coup, on le trouve, mais c'est la mauvaise personne. Ouais, exactement. Et du coup, il faut le rôle du recruteur à ce moment-là aussi, c'est d'aller challenger l'opérationnel et d'aller challenger le manager. C'est-à-dire challenger. Pour comprendre ce qu'il recherche et pourquoi il recherche ce type de personnalité ou ce type de compétences. Et toujours creuser, pas prendre le besoin du manager comme étant la bonne parole, mais vraiment aller creuser, comprendre pourquoi, questionner, reformuler. L'écoute active, c'est hyper important dans ce moment-là, à ce moment-là précis du brief de poste et du process, parce que ça déterminera tout. Et quand le manager nous demande quelqu'un qui va avoir telle ou telle compétence, creuser et pas hésiter à demander pourquoi, quitte à paraître un peu naïf, mais se dire ok, pourquoi tu as besoin de cette compétence-là, et ensuite essayer de prioriser les compétences pour savoir celles, pour pas tomber dans la liste du mouton à 5 pattes et trouver le fameux mouton à 5 pattes, qui doit être universel celui-ci, et se dire et se dire finalement pourquoi tu as besoin de cette compétence, et est-ce qu'elle est obligatoire, impérative sur ce poste ou pour l'entreprise, parce que est-ce qu'on recrute juste pour ce manager ou est-ce qu'on recrute aussi pour l'entreprise globalement, et est-ce qu'on recrute un talent qui pourra aussi évoluer dans l'entreprise même si ce manager est voué à bouger lui-même ou évoluer lui-même. Donc c'est pour ça qu'on dit que le besoin exprimé n'est pas forcément le besoin, c'est-à-dire le besoin du manager, c'est pas celui de l'entreprise. Tout à fait. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment creuser. Et comme on a parlé la dernière fois, il faut vraiment poser toutes les questions possibles, essayer de comprendre au maximum le vrai besoin pour faire les bonnes recherches et avoir la bonne personne. Tout à fait. Et aujourd'hui, là, c'est vraiment plein dans le mine parce que, encore une fois, le manager, parfois, il est dans son truc, il est cloisonné, il se rend pas compte de certains aspects. Et surtout que le RH, il a cette vision globale, ce regard du drone, que j'appelle le regard du drone, le regard du haut, et qui permet de voir au-delà du poste, parce qu'il y a les filières d'emploi, il y a ces fameux tunnels par lesquels on peut... Et cette personne, ok, elle est pour ce poste-là aujourd'hui, mais demain, elle doit être capable de passer par ce tunnel-là. Je ne prends pas une personne qui ne peut pas passer dans ce tunnel, qui ne sera valable que pour ce poste-là. Et si demain ce poste disparaissait pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Très bien. On prend une petite pause. Avec plaisir. Voilà. Il n'y a pas que le recrutement qui est bon. La musique l'est aussi. Quand la musique est bonne, Amel Bent et Soprano à la Express FM.
expressfm.com. سن المراهقة السن الأصعب في حياة الإنسان، السن اللي عندها خصوصياتها ومراحلها وتغييراتها، السن اللي تتطلب الإحاطة والتوجيه. هل اليوم قاعدين نعيشوا في أزمة مراهقة؟ شنو مشاكل الفترة هذه؟ شنو علاقتها بعض الظواهر الاختيارية في مجتمعاتنا؟ كيف يكون التعامل مع سن المراهقة؟ وشنو دور العائلة والمحيط الخارجي في تأطير المراهق؟ سن المراهقة الموضوع مثير للجدل. كلمونا على 71 725 ألف هاشتاج مثير للجدل على فيسبوك وتويتر. مثير للجدل مع رباب إسرائيلي من 10:30 نهار ونص على إكسبريس اف ام. كارير. رجعنا معكم في كارير على راديو اكسبريس اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. نحكيو اليوم في كارير على لو ريكروتمون 3.0 les bonnes pratiques, les best practices du recrutement. مع ضيوفكم مع زوز ضيوف sur le plateau. نعاود نزيد لهم التحية. ماريون كوزار directrice chez Link Human France. Rebonjour. Rebonjour. Asma Nemri Hayari, Artemis Sourcing. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, on a parlé donc du déclenchement, du démarrage, parce qu'on sait bien que il y a un proverbe japonais, mais je vais le dire en arabe, al-dharba al-oula, nisf al-ma'araka. Le premier coup, c'est la moitié de la bataille. Donc là, un bon démarrage, une bonne assise, c'est on va construire quelque chose de solide. Dès lors que la base, les piliers ne sont pas, faits de la bonne manière, si j'ose dire, après. Il va y avoir des brèches, il va y avoir ça va craqueler, ça va, voilà. Donc aujourd'hui, un bon recrutement, c'est une bonne définition du poste. Une bonne définition du poste, c'est de la communication avec les managers, une compréhension et une vision globale, macroscopique de la chose, n'est-ce pas? Ouais, complètement. C'est ce qu'on disait. C'est tout à fait bien faire le brief du poste avec le manager, bien le retranscrire et s'y tenir et y être fidèle ensuite tout au long du process de recrutement qui peut globalement varier d'une entreprise à une autre, mais il y a des invariants, il y a des process et des étapes dans le process qui de toute façon doivent être respectées et qui doivent être communs globalement à toutes les entreprises. Et je pense que les deux points essentiels et sur lesquels on a peut-être tendance à être les plus faillibles, c'est les deux extrêmes. C'est le brief du poste et c'est l'intégration. Généralement, les recruteurs, entre les deux, ils maîtrisent leur sujet parce qu'ils reviennent un peu seuls sur leur domaine. Donc, ils vont sourcer, ils vont mener leurs entretiens, ils vont faire leur process d'évaluation, etc. Mais au départ, on est avec le manager et on peut à ce moment-là se laisser embarquer, manquer de lead pour X raisons, parce qu'on a un manager qui est très imposant ou quoi que ce soit. Et à la fin, c'est aussi l'intégration. Parce que soit on est RH généraliste et du coup, on a la main sur tout le process, donc ça nous revient de fait. Mais si on est recruteur et qu'il y a une équipe RH, est-ce que ça revient à la RH? Est-ce que ça revient au manager? Est-ce que ça revient au recruteur? Où s'arrête mon rôle de recruteur? Et donc finalement, il y a aussi à ce moment-là peut-être la possibilité que le candidat, on a trouvé le bon profil, on a réussi à négocier, il intègre, c'est super. Mais son premier jour, qui l'accueille? Le manager, la RH, le recruteur? Finalement, le recruteur, il a été le lien du candidat tout au long de ce process. Est-ce que ce serait le link? Est-ce que ce serait pas le moment pour le candidat de se faire accueillir par ce recruteur, justement parce qu'il est en confiance avec ce recruteur qui l'a suivi tout au long du process? Ça pourrait être une idée, mais parfois finalement c'est les RH alors qu'il l'a peut-être jamais vu juste pour signer le contrat, ou il n'y a pas ce lien de confiance. Donc il y a peut-être un sujet à travailler sur la partie intégration et définir le rôle, jusqu'où va le rôle du recruteur dans l'entreprise. On dit en arabe فكرنا في الأهم ونسينا المهم. On pense au plus important et on oublie parfois l'important. Ouais. Voilà. Donc là, parfois, on pense au cœur même de la chose, de la matrice du recrutement, et on oublie ces phases, on les néglige. Parfois, on ne se rend pas compte de leur importance, mais ça peut générer des conséquences, ça peut tout faire basculer, surtout pendant la période d'essai. Il y a une personne qui est démotivée, qui n'est pas... parce que son intégration n'a pas réussi. Asma, Oui. le sourcing, dans tout ça. Le sourcing, chercher les candidats, regarder sur le marché. Quand on pense sourcing, on pense, journal, il y en a qui postent toujours dans les journaux, surtout toujours, le fameux journal du dimanche, ouais. Voilà. Et quand vous avez de la place, parce que sinon vous êtes parachuté le mardi. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Parce que on recrute qui? En général, on recrute les jeunes diplômés. Et quand on recrute des jeunes diplômés,
Aujourd'hui, c'est la génération Z. Les millennials, ils vont arriver, pointent le bout de leur nez. Dans 3 ans, ils ont une licence, ils sont sur le marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, on est en plein Z. Cette génération, pour l'atteindre, c'est les réseaux sociaux. Pas que les réseaux sociaux. Pas que. Donc c'est l'un des canaux, mais je pense que il est très important aujourd'hui. Peut-être spécialement pour les jeunes diplômés, oui, c'est le principal, plus les job boards. Après, c'est-à-dire, il faut toujours expliquer. Donc, job board, c'est-à-dire les job boards, là où on peut poster des annonces. Donc, où toute entreprise peut poster une annonce. En général, les jeunes diplômés, ils vont chercher en fait sur Internet toujours donc là où on peut trouver un poste qui pourrait répondre à notre recherche. D'accord. Et donc soit eux, ils vont poster, soit nous, les recruteurs, on va les chercher. D'accord. Et donc ça reste toujours sur soit les réseaux sociaux, soit sur Internet d'une manière générale. Après, dès qu'on passe au confirmé senior, là, on est plus donc le sourcing reste l'un des canaux les plus importants. On a la cooptation aussi qui est assez importante. Et puis il y a une baisse quand même au niveau des job boards. On va pas réellement trouver ce qu'on cherche. Donc sur là, c'est le vécu, c'est la réalité, je pense. C'est le vécu et c'est la réalité. Et je pense que c'est pas juste en Tunisie, je pense que c'est la même chose en France, non? Les job boards, Marion? Bon, c'est plus développé quand même. On peut pas signer leur arrêt de mort tout de suite quand même, oui. Mais effectivement, il y a une tendance de fond qui est nettement orientée sur les réseaux sociaux. Je veux pas faire une réponse oui mais on retrouve quand même des profils sur les job boards. Il y a des job boards qui se portent très bien parce qu'il y a des job boards qui rachètent des réseaux sociaux. En France, on pense à Viadeo qui a été racheté par Figaro Classified. Donc pourtant Viadeo à un moment. Bon, pour le moment, a priori, il n'y a rien de très nouveau qui a été fait depuis le rachat l'année dernière. Justement. Néanmoins, en tout cas, les job boards essayent un peu de contre-attaquer. LinkedIn est à l'abri, mais globalement, aujourd'hui en France, oui, on voit quand même malgré tout une diversification des canaux de sourcing. Donc on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit en France. On va à la fois chercher sur des job boards, à la fois chercher sur les réseaux sociaux, et des réseaux sociaux pro, et de plus en plus on commence, parce que la frontière est de moins en moins figée, on commence de plus en plus à chercher sur Facebook bien évidemment, mais il y a plein de groupes de grandes entreprises aussi qui vont se lancer sur du sourcing ou sur en tout cas de l'attractivité à travers de la marque employeur sur des outils comme Snapchat par exemple. Carrément. Snapchat. C'est ce Snapchat là, oui. Il y a des entreprises qui vont faire des stories sur Snapchat. Carrément. Ouais, tout à fait. Et qui vont du coup travailler leur marque employeur et donc leur attractivité et donc leur sourcing à travers ces outils. C'est pas aussi direct qu'un coup de téléphone parce qu'il a déposé son CV sur tel ou tel job board, mais ça contribue à se faire connaître et à donner la bonne image. C'est pas que chez nous, Asma. C'est pas que chez nous. On voit que ça se passe plus ou moins pareillement ailleurs, parce que la génération Z, il faut savoir lui parler. Et la génération Z, peu importe sa langue maternelle, sa culture, elle est là, elle est avec connectée. ses codes, elle est connectée. Voilà. Ok. نمشيو مع فاصل صغير ونرجعوا معاكم في الكونساي اكسبريس شويه اخر باش ناخذوا ميساج من السيرفر فوكال نتاعنا وباش نجاوبوا عليه باش نحاولوا نسديو لكم نصايح للمساجات كنت تخليهم على 70 11 5 5 5. À tout de suite.
إكسبريس FM تزيد في القيمة. كونساي إكسبريس. جانا معكم في كارير على راديو إكسبريس FM في الكونساي إكسبريس. اليوم في الكونساي إكسبريس جانا un message من عند سي أكرم. Akram, il a un petit problème. C'est un jeune. Il a une affaire à la boue. Il a repris l'affaire de son père. Donc, son père, retraité, le dirigeant de l'entreprise, le dirigeant baby boomer, encore plus ancien que la génération X. Et cette personne a plus de 60 ans. Donc, elle n'a même pas lâché à 60 ans. Cette personne est restée après 60 ans. Et le problème est un problème de recrutement. Pourquoi ? Aujourd'hui, Akram cherche à recruter pour subvenir en termes de richesse humaine et de ressources humaines et de candidats et d'employés à sa stratégie, sa nouvelle stratégie, sa nouvelle vision. La vision et l'orientation qu'il veut donner à l'entreprise aujourd'hui, son orientation à lui. Maintenant, les personnes qui sont là résistent. Résistent pas parce que ces personnes ont un processus de recrutement qui a été déjà utilisé pendant des années et qui résiste au changement. Donc non, c'est pas ça le problème, c'est qu'il n'y avait pas de processus de recrutement. On peut se dire, à partir de là, que le problème ne se pose pas. Mettez votre processus et tout va bien. C'est un terrain vierge. Eh ben non, parce que le processus de recrutement était incarné par le père. C'est le père qui montrer le chemin, c'est le père qui faisait ses recrutements, et encore pire, il le faisait sur des critères subjectifs, des critères de flair, des critères de je sens cette personne, je sens pas cette personne, et pour finir, dernière couche, toujours d'après les dires de monsieur Akram, il dit que aujourd'hui, l'entreprise, tout le monde se ressemble en termes de personnalité. Le père, le fondateur de l'entreprise, a fait de sorte que, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, c'est pour rester peut-être dans sa zone de confort, il a fait de sorte que il a recruté des personnes qui se ressemblent. Et peut-être qu'il peut lui manager facilement. Du coup, tout le monde a les mêmes remarques, tout le monde a le même feedback, tout le monde réfléchit et regarde dans la même direction. Aujourd'hui, il veut mettre en place un processus de recrutement, mais les gens ne suivent pas, ils ne savent pas y faire, malgré 10, 15 ans, 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut conseiller à monsieur Akram pour mettre en place sa vision, sa stratégie de recrutement qui, d'après ses dires, est innovatrice et elle répond aux standards, à tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de recrutement dans le monde. Marion. De ce que je comprends à chaud, en tout cas de la présentation de ce que tu me dis, il y a 3 sujets. Il y a le premier... Vous avez tout compris, directement, d'emblée, c'est bien, on se comprend. Il ne faut pas que j'oublie les 3. Oui. Mais il y a 3 sujets pour moi, c'est redonner le pouvoir et la responsabilité du coup aux salariés et a priori aux managers dans les différents services pour justement qu'ils se détachent de la mainmise de ce fondateur. Même s'il est plus là, culturellement ils ont cette habitude. Le deuxième sujet, ça va probablement passer, je pense spontanément comme ça, plutôt par de la formation. Leur redonner le pouvoir à travers la formation. Pour troisième sujet, lutter contre ce clonage dans l'entreprise qui fait que on se ressemble tous, on a tous les mêmes idées et du coup on n'avance pas. Et c'est dangereux. C'est super dangereux. Quand on se trompe, tout le monde dit ok, on se trompe pas parce que tout le monde regarde dans la même direction, tout le monde est d'accord. Surtout si tout le monde obéit à un seul pouvoir. Si tout le monde a le pouvoir... Ils ont pris l'habitude. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est accompagner tout le monde à reprendre sa responsabilité, à reprendre son vrai rôle de manager. Manager, c'est être leader. Être leader, c'est prendre des décisions. Pas toujours bonnes, et c'est pas grave. Oui. On essaye de limiter, mais a priori, ça peut arriver. Et du coup, redonner ce pouvoir, ça va passer a priori effectivement par un accompagnement, pourquoi pas de la formation, et du coup les former à réfléchir, à prendre des décisions et à proposer des nouvelles choses et à proposer ce qui selon eux sera bon pour l'entreprise. Voilà.
Ça va être peut-être un processus un peu long. Il faut pas être pressé et trop ambitieux, mais c'est un beau projet en tout cas d'entreprise que de redonner le pouvoir à ses managers et reprendre et rediversifier finalement les prises de décision et les rediffuser un petit peu partout pour que ensuite derrière, les managers puissent savoir de quoi ils ont besoin dans leurs équipes et pas écouter quelque chose qui a été établi depuis toujours. Et du coup les former et les impliquer à définir leurs besoins, à le par eux-mêmes, à le retranscrire au recruteur qui pourra le recruteur derrière du coup bien évidemment faire ce fameux brief avec le manager qui saura de quoi il a besoin et envie, et on pourra ensuite travailler sur plein de systèmes de recrutement et plein de nouveaux modèles de recrutement qui vont éviter ce fameux clonage de recruter toujours les mêmes écoles, les mêmes profils, les mêmes personnalités, voilà. Donc aujourd'hui, quand on voit ce genre de problématique, on peut être dans le quoi. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Tac, tac, tac. Le comment. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails. Le message de M. Haklem, c'était un message de 2 minutes 40 et quelques. Mais on a l'essentiel, on a le nectar. Aujourd'hui, le problème est clair et on est capable de faire un diagnostic d'emblée comme ça. Voilà vos problématiques. Maintenant, quand on parle de formation. Aujourd'hui, il va devoir, vous pensez, je suis d'accord avec vous, Asma, je pense que vous partagez notre avis aussi, il faut former ces personnes-là, mais avant de former dans le technique, peut-être qu'il faut faire une formation en conduite du changement, je sais pas. En fait, à mon avis, il faudrait déjà redéfinir carrément la culture de l'entreprise. Parce que là, c'est clair qu'il y a une culture instaurée de ne pas oser, en fait, donner son avis, être en force de proposition, manager réellement. C'est des exécutants. Voilà, c'est tout simplement des exécutants. Donc il faudrait réellement redéfinir la culture de l'entreprise et de là partir justement sur la transformation. Et là, c'est vraiment c'est un chantier, comme vient de dire Marion, et justement faire peut-être l'audit de l'existant pour voir comment ça se passe réellement et essayer de voir, c'est un bilan au final, et essayons de voir par où commencer et qui former. Et donc ça passe par la formation certainement et à tous les niveaux en fait. Donc manager, recruteur et aussi pourquoi pas les collaborateurs également. Marion, les changements, ça se fait dans la douceur? Franchement. Il y a pas de changement mou. C'est pas possible. Tous les changements sont douloureux. Mais c'est pas grave. Si on sait pourquoi on le fait, si on croit dans le projet final, je crois que l'humain est capable d'accepter et peut supporter une douleur. C'est toujours compliqué de sortir de sa zone de confort pour tout le monde. Mais à mon avis, il n'y a pas de changement mou, donc il ne faut pas avoir peur des décisions radicales. Vous le conseillez, parce que là, il ne veut pas vraiment frustrer, frisquer, causer des étincelles. Il va frustrer, il y aura des étincelles. Vous n'y échapperez pas, monsieur. Et peut-être du feu même, et c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. L'essentiel, ça dépend ce qu'il veut vraiment. Effectivement, s'il veut brusquer personne, il peut brusquer personne, mais il changera un peu. S'il veut changer, il y aura forcément des personnes qui seront contre, parce que probablement que ces personnes sont là aussi depuis toutes ces années, parce qu'elles adhéraient aussi à cette vision-là. Donc à partir du moment où il veut changer cette vision, il peut potentiellement déranger les personnes qui étaient là et à qui ça convenait. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre peut-être des personnes dans la bataille. Aujourd'hui, on peut faire une approche où on divise un peu. On va prendre les personnes qui sont peut-être proches de la retraite. On ne va pas trop se focaliser sur ces personnes-là parce que vraiment, elles sont comme ça y est, on va pas vraiment... Et même si on va investir dans le changement, dans 1 an ou 2, c'est dans quelques mois, ils vont partir. Donc peut-être qu'il faut détecter une population, la définir, la nommer, et cibler cette population-là en entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Leur demander et pas tomber dans des biais de confirmation, de se dire que puisqu'on est proche de la retraite, on changera pas. On peut avoir des bonnes surprises Oui. et on peut avoir des mauvaises surprises avec des jeunes diplômés de cette génération qu'on appelle ZY ou je ne sais quoi. Mais il faut laisser la chance à tout le monde d'exprimer ce qu'il ressent, et peut-être qu'on a des personnes qui sont proches de la retraite qui auront des idées plus nouvelles et innovantes que des jeunes diplômés qui peuvent nous paraître très très novateurs ou innovants dans leurs approches, mais qui le sont pas forcément en réalité. Donc exactement. Donc finalement, je pense qu'il faut pas se conforter dans les vieux, on leur demande pas leur avis, de toute façon ils bougeront pas, et c'est les jeunes qui sont le futur. Franchement, c'est ce que je voulais entendre. D'accord. Parce que ouf. C'était pas préparé, on le dise. Voilà. Non, mais parce que il y a des personnes qui pensent comme ça, vraiment. Ils le pensent, ils disent voilà, je vais pas investir parce que ça y est, ils vont partir à la retraite. Et puis voilà, c'est la jeunesse oui, d'accord, mais n'oubliez pas, c'est la mémoire, c'est la boîte noire de l'entreprise. On prend la décision à leur place, voilà. en fait. Voilà. Alors que justement, il faut faire le bilan. Et le bilan, ça passe aussi par des entretiens avec ces personnes-là pour comprendre leurs besoins, leurs ambitions, comment ils se voient, comment ils se projettent. Voilà. D'accord. Donc pour récapituler, premier conseil, il faut par rapport à Monsieur Akram, la première chose à faire, qui redonne la responsabilité et le pouvoir à ses équipes. La responsabilité et le pouvoir. Qui les forme et qui lutte contre le clonage. Voilà. Clairement. Mais oui, qui s'entretiennent et qui parlent avec ses salariés, qui leur demandent de quoi ils ont envie, eux. Que Akram soit très sûr de ce qu'il veut, lui, d'abord. Qu'il propose sa vision aux équipes et qu'il voit qui il suit. Afin de réguler. Parce qu'on ne détient pas la vérité, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Voilà. Donc Monsieur Akram, j'espère que les conseils de tout le monde ici sur le plateau vous ont été bénéfiques. إن شاء الله نكونوا عاوناك في الإشكالية اللي عندك هذه. وانتم كيما مسيو أكرم بيان سور تنجموا تخليو الميساج نتاعكم على 70 صفر 11 555 تضغطوا على رقم 2 باش تخليو ميساجكم البرنامج Carrière. نمشيو في فاصل ونرجعوا. On va traiter toujours la même problématique, mais d'une manière plus globale et en mode anticipation. À tout de suite. معكم في كارير حاولنا نجاوبوا التساؤل نتاع سي اكرم اللي خلى لنا ميساج على السيرفر فوكال نتاعنا. اشكاليته اللي بارتيكولير مي مش هو برك اكيد برشا في الاشكاليه هذيا. اليوم il est amené à traiter, il est en mode pompier, mais mode pompier, ok, mais il y a des personnes qui se disent je vais me trouver en train d'éteindre un incendie, alors qu'aujourd'hui je suis en train de regarder les étincelles qui vont produire l'incendie de demain. Alors en anticipation, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter ce genre de problématique? Le passage d'un mode de management en entreprise, surtout en entreprise familiale, à un autre mode de management opposé. Le fameux point de départ, oui. Donc, dont on parlait tout à l'heure, le brief avec les managers. D'accord. Donc il faut vraiment analyser le besoin pour éviter ce genre de clonage et se retrouver justement dans cette situation. D'accord. Donc diversifier les profils, recruter plutôt, c'est-à-dire pas réellement sur CV, mais plus sur les compétences et le potentiel. Là, ça va nous permettre en fait d'avoir
c'est-à-dire des collaborateurs qui sont assez diversifiés et là où on va avoir une vraie valeur ajoutée. Donc, je pense que c'est... Marion, qu'est-ce que vous en pensez? En mode anticipation. Aujourd'hui, le manager avec son modèle, il est toujours là, mais il va quitter. Il va quitter dans 1 an, dans 2 ans, mais on commence déjà à préparer. La personne qui va reprendre l'affaire familiale, et ça existe, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là aujourd'hui. Ils savent qu'ils vont reprendre. Peut-être ils ont fait des écoles, donc ils ont été préparés sur le papier avec des diplômes, mais derrière, je pense qu'il faut une vraie connaissance de l'entreprise. Et pas des dossiers, et pas des archives, des personnes. C'est ce que j'allais dire, en fait. Je pense que l'essentiel, c'est la personne qui reprend à ce moment-là, doit arriver le plus tôt possible dans l'entreprise. Même si la cohabitation c'est compliqué. Et voilà. mais je pense qu'il faut travailler cette cohabitation quand même au maximum, parce que tout n'est pas mauvais dans l'ancien système et tout n'est pas bon dans le nouveau. Non. Donc sans faire que du compromis tout le temps, parce que il faut savoir marquer le changement malgré tout. Mais bien évidemment, c'est en connaissant exactement ce qui se passait avant qu'on pourra bien apporter et bien amener le changement ensuite, en se disant voilà, il y a probablement des bonnes choses à récupérer, des choses qu'on peut pousser un peu plus loin, des choses qu'on peut peut-être un peu édulcorer pour voilà. J'aime bien mais c'est le la cohabitation va être nécessaire pour comprendre d'où on part, et comprendre ce qui marche pas, et voir du coup derrière comment on peut l'appliquer. Et effectivement, tout passe par la communication et ça va être hyper politique ce mot, mais la concertation. Oui. Mais c'est vraiment ça, c'est se dire ok, qu'est-ce que toi tu en penses, toi tu es sur le terrain tous les jours, qu'est-ce que tu en penses, quelle est ton idée, et toujours cette histoire de pouvoir descendant le plus proche des équipes qui vivent le quotidien et qui ont clairement plein d'idées, et on a souvent tendance à oublier les idées des équipes. Voilà. Il y a parfois des personnes qui peuvent voir ça comme une menace à l'entreprise dans cette phase transitoire. J'explique. Quelqu'un qui dit, voilà, les personnes dans l'entreprise qui sont là depuis des années, avec un mode de management particulier, on va pas dire archaïque, on va pas pointer du doigt, mais voilà, qui est là et qui marche, parce que l'entreprise marche. Donc aujourd'hui, ils pensent que c'est bien, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Avec cette nouvelle approche de la personne qui va reprendre, qui commence en mode anticipation à écouter, à aller vers les gens, ils vont se rendre compte qu'il y a que aujourd'hui c'est bien, mais il y a mieux peut-être. Et donc ça ne pourrait pas, d'après vous, causer de la résistance progressive face à la personne qui est encore là, et qui est le DG, le PDG, le fondateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? La résistance au changement, elle va être là forcément. Oui. À l'envers. Oui. Il faut un calendrier clair. Voilà. Je pense qu'il faut un calendrier clair, un framework, donc. Ouais, un process. Voilà, exactement, un cadre très défini pour se dire, ok, le successeur arrive à telle date et le fondateur ou le dirigeant historique part à telle date. Et entre ces deux dates, il va y avoir effectivement des mouvements, des réflexions, on va tester des choses, voilà. Et s'il y a une révolution contre l'ancien dirigeant, peut-être qu'il part plus tôt. Il faut se préparer potentiellement à pas mal de cas et d'options dans ces moments-là. Mais je sais pas si ça arrive. Ça arrive souvent, ça ? Ouais. Tout à fait. Le problème, je pense que c'est la communication, parce que presque jamais on ne dit que voilà, cette personne, elle va succéder celle qui existe et il y aura ce changement, etc. Donc voilà, c'est pas évident, quoi. C'est un peu le petit encas que met la maman à son fils dans son panier, et qui est bon, que le fils adore, et jusqu'au jour où le jardin d'enfants ou l'école leur donne un autre encas, et là il va goûter, il dit c'est trop bon, et là il veut plus manger l'autre. C'est ça. Mais est-ce que la maman est d'accord pour qu'il mange plus l'autre ? Est-ce que la maman est au courant ? Et est au courant, c'est ça. Mais dans ce modèle-là, est-ce que le fondateur ou le dirigeant historique
est d'accord pour cette transition aussi, parce que si du coup la nouvelle, le successeur n'est pas tout à fait en phase avec la vision du dirigeant historique, mais que le dirigeant historique n'a pas envie que les choses changent, là ça va être compliqué, à condition que le dirigeant, la cohabitation fonctionnera qu'à cette condition-là, bien évidemment. Parce que si après il y a 2 équipes, il y aura effectivement 2 équipes et un match, quoi. Ça c'est sûr. Et on comptera les points à l'arrivée. Mais il faut que tout le monde aille dans le même sens. Sinon c'est très compliqué. Un framework, de l'organisation, des rendez-vous clairs, des milestones, tout le monde est impliqué. Une vision commune. Voilà, de la com, beaucoup de com. Ouais, donc voilà, on informe tout le monde est impliqué. Il n'y a rien qui se passe, pas de coup dans le dos, comme on dit. Parfois on est de bonne foi, mais on finit par... voilà, donc... je regarde vos hoodies, les sweats que vous portez avec des capuches là, blancs, avec I Love Recruteur. Alors, c'est quoi? Dites-moi tout. I Love Recruiter, c'est notre petit, comment on appelle ça, c'est notre petit fanion. On porte haut les couleurs du recrutement aujourd'hui. Le message fort I Love Recruiter est en fait pour valoriser ce métier de recruteur. Chez Linkhumans en France, on constate, mais je crois qu'en discutant avec Asma ici en Tunisie, c'est un peu la même chose. Le métier de recruteur est pas valorisé. Aujourd'hui, le recruteur, c'est le métier du non. Le recruteur passe sa vie à refuser des candidats, à dire non, etc. Alors que c'est bien plus que ça. Mais il est perçu comme tel par les candidats, parfois par les managers en entreprise. C'est un peu le méchant, c'est celui qui dit non. Donc voilà, on voit que ça, alors qu'il fait plein d'autres choses derrière. Et toutes ces autres choses qu'il fait derrière, on n'en parle jamais. On le voit jamais. Le recruteur lui-même n'en parle jamais, bizarrement. Et le valorise pas lui-même, et du coup voilà, nous on a voulu mettre un cœur sur tout ça parce que c'est un super beau métier, et oui, on dit non mais on dit aussi oui, il faut pas l'oublier, et il y a plein d'autres choses qu'on fait dans ce process de recrutement à part dire non à la fin, et on veut valoriser ce métier, donc voilà pourquoi on porte ces suites aujourd'hui, et la valorisation de ce métier passe chez nous par la formation. Justement, en parlant de formation, il y a des outils aussi qui sont là pour aider le recruteur à dire oui ou à dire non, n'est-ce pas? Donc vous en utilisez, j'imagine, des outils. Nous, c'est plus les techniques. Oui, je sais. Voilà. Oui. Donc nous, c'est plus les techniques, c'est comment chercher, comment se comporter avec justement les candidats, comment changer cette image de méchant plus à quelqu'un qui fait bien son travail, qui valorise son travail et qui aime ce qu'il fait et qu'il peut changer la vie d'une personne. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes là en Tunisie, donc rappelez-nous le cadre. En fait, voilà, on a fait hier en fait une petite, un after work, une petite présentation. Le fameux after work. Ouais. Pour mais parler. Pas celui 19h. Hein. Si. Oui, exactement, c'est 19h. Ça a été. Enfin, pas l'autre. Non. Là, c'est pour parler boulot, encore. Oui, c'est pour parler boulot. En général, le after work, c'est pour oublier. Voilà. Oui. Tout effacé. Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça? Quoi? Mais on a ri. Ah, c'est bien. On a travaillé, mais on a ri. Alors, exactement. Dites-nous tout en quelques donc, secondes. C'était sympa. On a parlé sourcing, recrutement, formation. Donc, comment un peu former. Et donc, aujourd'hui, on représente, Artemis Sourcing représente Linkhumans France en Tunisie et sur l'Afrique. Donc, on forme les recruteurs. On propose une formation complète sur le sourcing, recrutement et marketing du recruteur. Donc, plein de techniques, plein d'astuces, plein de bonnes pratiques qui font le le fameux Exactement, donc on a beaucoup ri hier justement. On a fait un petit jeu très sympa. Et coucou à notre ami Petit Hel qui a gagné Petit Hel Ben Hadej, oui. Exactement, donc il a gagné le t-shirt I Love Recruiter. Et voilà, donc c'est symbolique mais c'est très important. C'est très important. Elle fait du bon boulot d'ailleurs. Voilà. Exactement. On la salue. Voilà. Ouais, on lui fait un petit coucou. Voilà, parce qu'il y a la caméra. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Asma Nemriaya اللي حضورك معنا اليوم في كارير وعلى la bonne humeur ou les t-shirts Z. Merci beaucoup Marion Kezar. Donc je rappelle vous êtes directrice chez Linkhumans France. Merci de votre présence et de votre valeur ajoutée sur l'émission كارير. مستمعينا نشكركم برشا على الفيديليتي نتاعكم. زهير بعد بيحييكم ويقول لكم اخذوا بقيه برامج راديو اكسبريس اف ام الراديو اللي تزيد في القيمه.